Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-Mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Dr Khalifa Mounier de l'Université Ahmed Zabana de Rilizan, Faculté des Sciences et de la Technologie, département de Génie des Procédés. Aujourd'hui, devant vous, pour parler d'un cours important du master qui est fondement de la modélisation en génie des procédés étudié dans le semestre numéro 3 du master génie chimique. On va parler du chapitre très important dans le cursus car il reprend les notions fondamentales étudiées dans le génie des procédés du nom du chapitre modélisation d'un équilibre de phase thermodynamique. On commence d'abord par quelques définitions générales. Donc une phase, c'est un système homogène en composition et en propriétés physiques. À l'équilibre, il n'y a aucun transfert net d'énergie ou de matière entre les phases. Le potentiel chimique égal entre les phases à l'équilibre. Et enfin, un système multiphasique est à l'équilibre thermodynamique lorsqu'aucune force motrice ne pousse à un changement d'état. L'équilibre thermodynamique, justement, un des points appréciés par le système, donc est dit si et uniquement si les trois équilibres sont atteints simultanément. Donc l'équilibre thermique, l'équilibre mécanique et enfin l'équilibre chimique. L'équilibre thermique, on parle d'un équilibre thermique si toutes les phases du système sont à une température unique, c'est-à-dire qu'on a absence de transfert net de chaleur entre les phases. L'équilibre mécanique est atteint si toutes les phases sont à la même pression, indiquant une absence de travail mécanique effectué entre les phases. Concernant l'équilibre chimique, on va le voir plus en détail. Donc l'équilibre chimique, le potentiel chimique mu d'une espèce chimique est l'énergie libre molaire partielle. Il indique comment l'énergie libre du système évolue lorsqu'on ajoute une petite quantité de cette espèce. Autrement dit, le potentiel chimique mesure la tendance d'une espèce à se déplacer. Afin d'expliquer ce système, on va reprendre un des classiques de la mécanique des fluides, à savoir le tube en U. Donc la première figure d'abord, c'est à t égale à 0, on a un tube en U rempli d'un certain liquide, donc on a un côté A et un côté B du tube. Là, on voit bien que le côté A est supérieur par une hauteur de H0 par rapport à B. Naturellement, après un certain temps passé, un temps supérieur à 0, le côté A diminué et le côté B a augmenté, augmentant d'une hauteur de H. On a tenu un certain temps qu'on appelle le temps d'équilibre justement, une fois l'équilibre est atteint, on atteint la figure numéro 2 où on constate que le niveau A et le niveau B sont égaux. Dans la figure numéro A, le potentiel chimique justement est supérieur de A est supérieur au potentiel chimique de B. Pourquoi? Parce que le potentiel chimique d'une espèce évolue vers le côté où il y a le potentiel le plus faible. Donc dans la deuxième figure, on a atteint un équilibre des potentiels, indiquant un équilibre thermodynamique. Donc, en général, à l'équilibre entre deux phases, le potentiel chimique est égal dans chaque phase. Donc, si on a une phase liquide et une phase vapeur, donc le potentiel de la phase liquide est égal au potentiel de la phase vapeur si on a un équilibre biphasique. En diffusion, une espèce migre du fort potentiel chimique vers le plus faible potentiel chimique, le cas qu'on a vu par exemple dans la figure de la mécanique des fluides. En réaction chimique, donc le général de la réaction chimique, une réaction évolue dans le sens où le potentiel chimique des réactifs diminue. Donc vers le sens où on a le moins de potentiel chimique vu que le système évolue vers le moins d'énergie possible. Donc, en résumé, l'équilibre des phases est l'étude de l'équilibre existant entre ou au sein de différents états de matière, à savoir solide, liquide et gazeux. L'équilibre est défini comme une étape quand le potentiel chimique de tous les éléments présents dans le système reste stable au fil du temps. La phase est une région dans laquelle l'interaction intermoléculaire
est spatialement uniforme. Ou, en d'autres termes, les propriétés physiques et chimiques du système sont les mêmes dans toute la région. Au sein du même état, un composant peut exister en deux phases différentes, comme les allotropes. Les allotropes, par exemple, donc c'est le cas du carbone qui évolue en modifiant la température et la pression vers un état ou un autre état. Donc, exemple d'utilisation de l'équilibre polyphasique dans le génie des procédés en général. Donc, on a d'abord la production de différents allotropes de carbone, donc à travers la modification des paramètres de pression et de température. Ce phénomène est appelé variété de carbone allotropique. Donc, le carbone, il peut exister sous forme de graphite, sous forme de diamant ou encore le fullerène, et encore d'autres états encore, seulement en modifiant les paramètres de pression et de température. Un autre exemple d'utilisation de l'équilibre polyphasique, donc la purification de composants par distillation ou ce qu'on appelle séparateur flash liquide-vapeur. L'utilisation d'émulsions dans la production alimentaire, donc l'utilisation d'émulsions pour séparer un mélange, par exemple l'huile et l'eau, ou bien pour les mélanger justement à travers l'ajout d'émulsifiants. Donc la conception des alliages métalliques basés sur l'équilibre solide-liquide dans les diagrammes binaires qu'on appelle eutectique ou péritectique. En géologie, en pharmacie, en cryogénie, en synthèse des matériaux composites ou polymères, toutes ces sciences-là utilisent l'équilibre polyphasique. Donc, l'équilibre polyphasique donne lieu au diagramme des phases. Donc, qu'est-ce que le diagramme des phases? Donc, une simple définition, le diagramme des phases sont utilisés pour comprendre la relation entre différentes phases et sont généralement représentés comme le changement dans la phase d'un système en fonction de la température, de la pression ou de la composition des composants dans un système. Le système existe dans une phase où l'énergie libre de Gibbs du système est minimale. Tout à l'heure, on a dit que le système évolue là où il y a le minimum d'énergie. À l'équilibre, la température, la pression et le potentiel chimique des molécules à composants constitutifs dans le système doivent être identiques pendant toutes les phases. Donc, le premier diagramme connu du diagramme des phases, c'est le diagramme pression-température, souvent applicable aux substances pures, exemple H2O, CO2, NH2, etc. Il montre les domaines d'existence des phases, solides, liquides et gaz. Mais il y a aussi un autre diagramme des phases, qui est le diagramme température-volume ou bien pression-volume, spécifiquement utilisé pour illustrer les transitions de phase lors de la compression ou du chauffage. Donc, on va prendre un exemple diagramme des phases de l'eau afin d'expliquer à peu près ce qu'il y a. Donc, l'axe des Y, c'est la pression et l'axe des X, c'est la température. On constate que à basse température, évidemment, le corps est dans un état solide. Au milieu, c'est liquide. Et pour une température élevée, on a une vapeur ou un gaz. Donc, le passage du solide vers le gaz est dit sublimation. Solide vers liquide est dit fusion, ou dans le sens inverse, c'est la solidification. Liquide vers le gaz, c'est la vaporisation, ou dans le sens inverse, on parle de liquéfaction. On constate qu'on a deux points importants ici. Donc, le premier point, c'est le point triple. Donc, c'est là où les trois phases, donc solide, liquide et gaz, coexistent simultanément. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle le point critique avec des coordonnées, pression critique et bien sûr température critique. Donc, concernant l'eau, la pression critique est aux alentours de 220 bars et pour la température, c'est aux alentours de un peu inférieur à 650 Kelvin. Donc, au-delà, pour des températures au-delà de la température critique et une pression supérieure à la pression critique, on a la zone supercritique où existe le flux supercritique. Donc, cette zone supercritique, justement, l'état de l'eau est dans un état supercritique. On parle alors d'un flux supercritique défini comme une substance portée à une température et une pression supérieure à ces conditions critiques, appelée température critique T, c'est la pression critique, PC, en plus du volume critique et masse volumique critique, dite VC,
et rosée. Dans cette zone, le fluide n'existe ni sous forme liquide, ni gazeuse classique, mais adopte un état intermédiaire présentant à la fois les propriétés du gaz et du liquide. Autrement dit, il garde les avantages du liquide tout en s'appropriant les qualités du gaz. Donc les caractéristiques principales du fluide supercritique: une densité élevée proche d'un liquide favorisant la solubilité de nombreux composés, une faible viscosité, une forte diffusivité proche de celle d'un gaz, ce qui le favorise à la pénétration dans les matériaux poreux. Il a une compressibilité élevée, donc ses propriétés peuvent être facilement ajustées par de légères variations de température ou de pression. Et enfin, on a une absence de tension de surface, ce qui lui permet de facilement traverser les interfaces solides. Donc les applications en génie des procédés du fluide supercritique, on le trouve dans l'extraction, dans l'imprégnation, la purification, les réactions chimiques ou encore le séchage, pour ne citer que ces 5 applications industrielles. Donc les avantages du fluide supercritique: aucun solvant organique n'est utilisé, donc on ne génère aucune pollution. Sa sélectivité élevée et grande quantité de produits permet d'avoir un rendement supérieur. Il fonctionne à basse température, ce qui n'endommage pas les composants actifs naturels et bien sûr protège aussi les installations et les équipements. La séparation facile du produit et du CO2 critique. Bon, on parle souvent de CO2 critique parce que les conditions pour atteindre le CO2 critique sont généralement aisées. Donc on n'a pas d'émission de gaz d'échappement, de résidus ou d'eau usée, ce qui là aussi contribue au respect de l'environnement. Ainsi, le fluide supercritique constitue une avancée pour la chimie durable et est considéré comme un solvant vert, c'est-à-dire exempt de solvants dangereux. Le CO2 supercritique, pour ne citer que lui, est récupérable, non toxique, non inflammable et bien sûr il est abondant. Donc il est obtenu à partir du CO2 normal, abondant dans la nature. De nos jours, les fluides supercritiques offrent une alternative plus propre et plus écologique aux solvants chimiques traditionnels, tout en conservant les avantages des liquides et des gaz. Merci pour votre attention et au plaisir de vous revoir lors des prochaines séances de cours, Inch'Allah.